Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de septembre. J'ai pas mal de choses à vous montrer, étonnamment. J'ai beaucoup de choses assez différentes dont j'avais envie de vous parler. Donc je pense qu'on va être sur un épisode un peu compact, mais je vais essayer de pas trop partir dans tous les sens. Donc j'ai une sortie de modèle à vous annoncer. Normalement un cahier avec tout ce que je dois vous dire pour rien oublier. Oui, donc j'ai une sortie de modèle à vous annoncer. J'ai 2 encours à vous présenter, 2 nouveaux encours. Je vais aussi faire un petit point sur mon cal mystère, donc bonjour, je suis designer tricot, je crée des modèles, des patrons de tricot, et en ce moment j'organise un cal mystère, donc c'est un patron qui est secret, et chaque semaine vous avez un nouvel indice qui vous révèle une nouvelle étape du patron. Il s'agit du col Page of Wands, donc c'est un col en jacquard sur le thème des cartes du tarot, et donc nous sommes à peu près à la moitié de l'événement, et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit point et de vous montrer le début du col pour enfin vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je ferai un petit point sur ça aussi. Ensuite je vais vous montrer Pom Pom, puisque donc Pom Pom qui est un magazine de patrons de tricot que je viens juste de recevoir, et donc je voulais vous le présenter. Je vous en ai déjà brièvement parlé, pas brièvement en fait, je vous en avais déjà parlé pas mal dans le dernier épisode, mais maintenant j'ai reçu le D Magazine, donc je vous ferai un petit mot sur ça aussi. Je vais aussi vous parler de l'anniversaire de la boutique Lanae Tricot qui a eu lieu le week-end dernier. Donc voilà, petit retour d'événements tricot aussi. Du coup, ça sera l'occasion de vous montrer un tas, vous voyez un bout là, un tas de laine que j'ai ramené et je voulais vous présenter. Et c'est tout. Oui, on fera aussi un petit point Patreon à la fin de l'épisode, puisque j'ai une page Patreon à travers laquelle vous pouvez acheter mes patrons pour un peu moins cher et aussi avoir accès à des vidéos spéciales. Et donc comme tous les mois je mets une nouvelle vidéo sur Patreon, je vous annoncerai le thème à la fin de cet épisode. Donc voilà, donc en fait il y a mon organisation, hop, pom pom, là, voilà, bref, oui, j'ai barré quelque chose que vous ne pouvez pas lire, mais parce que je me suis rendu compte que si je vous en parlais maintenant, je gâche complètement la surprise de la personne. Donc, je vous en parle dans le prochain épisode. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose de barré. Mais même sans ça, c'est pas forcément très organisé non plus, hein, on va pas se le cacher. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit au début de l'épisode? Que je ne partais pas dans tous les sens. Je vais commencer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections, des différents sujets que j'aborde dans la vidéo. Donc si un passage ne vous intéresse pas, vous pouvez regarder le détail du programme dans la description sous la vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le temps si vous voulez sauter un passage. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons de tricot. Je mets vraiment les liens de tout ce dont je parle. Je sais que je montre pas forcément les étiquettes des choses, mais c'est parce que voilà, maintenant j'ai un nouveau téléphone et la mise au point se fait, donc je pourrais éventuellement faire ça, mais je me fais pas trop confiance, donc je mets vraiment les noms des laines, les coloris des laines et les liens vers les endroits où vous pouvez l'acheter si c'est pas évident. Voilà, donc tout est dans la description.
Et donc je vais commencer avec un modèle que je viens de publier. Donc ce n'est pas un nouveau design, c'est un patron que j'avais créé l'année dernière, en octobre dernier, pour le lancement de ma page Patreon, du coup. C'est un patron qui était exclusif pour les personnes qui avaient rejoint Patreon à ce moment-là, donc en octobre 2019. C'est ça, nous sommes en 2020, oui tout à fait. Du coup, comme ça fait un an, je vais maintenant publier le patron individuellement pour tout le monde, pour le commun des mortels, n'est-ce pas? Voilà, donc le patron est disponible sur Ravelry et sur ma boutique Payhip. Il s'agit de ce bonnet. Voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous sortir un patron de bonnet. J'ai pas tant de patrons de bonnet que ça. Pourtant j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe de patronner trop de petits accessoires et des bonnets encore moins. Donc il s'agit d'un bonnet adulte. Donc il y a 5 tailles différentes. Et donc la plus petite taille irait aussi à des enfants ou adolescents sans souci. Donc il y a 5 mesures différentes. Et donc vous avez ce point texturé qui est un mélange de points de riz et de toutes petites torsades. Voilà, donc il y a des grilles différentes en fonction des tailles. Voilà, le rendu est le même, mais voilà. Et vous avez un pompon en haut à la fin de la couronne. Voilà, donc c'est un bonnet assez simple à tricoter. Ça peut être un bon premier tricot torsade et texture. Si vous avez jamais fait de torsade, c'est des torsades 2-2, c'est vraiment tout simple. Ça peut être un patron de débutant sans souci. Je sais pas si... Non, parce que j'ai mon propre pompon là, donc je sais pas si ça va le faire. Ah, ouais, à peu près. Voilà, il tient trop. Il est surélevé. Mais vous savez, comme les rappeurs, ils portent leur casquette là, en élévation au-dessus de leur tête, moi je peux faire ça avec les bonnets du coup. Donc bon, en vrai, voilà, il tombe mieux que ça. Mais voilà, c'est un bonnet relativement simple avec des côtes de 2 au-dessus. C'est un bonnet que moi j'ai tricoté avec la laine Brusca de Retrosaria. Donc c'est de la laine worsted. Mais la Brusca étant une laine cardée rustique, elle a un échantillon qui fait un peu... qui a un panel très large, disons. Donc vous pouvez prendre de la déca ou une worsted un peu légère, mais ça marche aussi en déca. Voilà, donc moi c'est le coloris 5C, c'est ce fameux caramel doré. C'est plus doré que caramel, c'est plus, voilà, c'est de l'ocre. Un ocre foncé, on va dire. Ça fait un peu orange, tout fait orange, hein, voilà, tout fait orange sur la caméra, mais c'est un très joli coloris. Et j'avais des restes de Brusca, et du coup j'avais fait ce petit bonnet. Mais voilà, donc il est, comme je vous l'ai dit, en 5 tailles, avec un diagramme à chaque fois pour le corps du bonnet, pour la couronne aussi, avec les diminutions, puisqu'après... En haut, vous avez en fait les torsades qui se rejoignent. Vous avez à chaque fois les diagrammes avec les torsades, et sinon vous avez des instructions écrites également si vous n'aimez pas lire les grilles de torsades. Mais voilà, donc c'est un projet plutôt simple, plutôt rapide. Pourquoi pas faire des cadeaux avec, en tout cas. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de le publier maintenant, justement si vous avez envie de faire des petits bonnets pour des cadeaux pour l'automne-hiver. Mais voilà. Donc je vais mettre une petite réduction pour la sortie. Il y a moins 15% sur le patron avec le code Kaliou, du coup, puisque j'ai dit le nom du bonnet. Non, c'est Kaliou, qui veut dire chaud en occitan. Voilà. Enfin, c'est chaleur, c'est... Ouais, qu'on m'avait expliqué, c'était que c'était ouais, la chaleur réconfortante, machin, du coup voilà. Un bonnet. Pompon en option, évidemment, si vous mettez pas le pompon, c'est très bien aussi. C'est évidemment mixte, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais voilà, donc je vous mets le lien dans la description si jamais le bonnet vous plaît. Et c'est tout.
pour ce petit aparté sur un nouveau modèle, nouveau entre guillemets. Voilà, donc je vais passer à mes encours. J'ai 2 encours à vous montrer, de nouveaux encours que j'ai commencé. Et je vais commencer par un modèle que vous connaissez déjà, puisqu'il s'agit du gilet Tarayuela, qui est le gilet que vous... C'est compliqué, hein. J'ai mangé un peu trop épicé à midi, j'ai mis trop de piment dans mes tortillas, et du coup j'ai chaud. Mais voilà, ça me monte au cerveau. Le gilet Tarayuela, que je vous ai présenté dans le dernier épisode, qui est un patron qui a été créé en collaboration avec Lana et Tricot. Et donc c'est un modèle de gilet. Je vous bassine avec depuis 3 semaines, donc vous avez dû le voir. Et donc je n'avais pas tricoté de version pour moi. Donc j'ai enfin commencé ma version. Et voilà, je l'ai tricoté dans le train et pendant l'anniversaire de Lana et Tricot. Donc Lana et Tricot, c'est une boutique de Lana Grenoble qui est tenue par Anna, qui a qui a un podcast, si vous pouvez la retrouver sur YouTube. Et donc c'est donc ce fameux gilet avec tout de suite la meuf. C'est pas fameux du tout, hein, c'est un gilet avec cette torsade de chaque côté des pattes de boutonnage. Et donc vous pouvez voir que j'ai pas mal avancé, j'ai séparé les manches et le corps et je suis sur le corps. Voilà, donc moi je vais faire une version avec un chouïa plus d'aisance, donc je fais la taille 3 qui devrait me donner 100 cm environ. Je dis devrait parce que c'est mon patron, d'accord? J'utilise la même laine que celle avec laquelle j'ai fait le premier modèle. J'utilise les mêmes aiguilles, je suis la même personne, ça fait juste 2 mois d'écart. On pourrait penser, sans trop prendre de risques, que j'aurais le bon échantillon, le même échantillon qu'à cette époque. Non. Alors c'est surtout en rang que j'ai un échantillon qui a un peu bougé. C'est aussi dû aux circonstances, voilà, si je tricote dans le train ou en discutant avec des gens, forcément c'est pas exactement pareil. Voilà, comme quoi, son échantillon il varie un peu. Mais toujours est-il que je fais la taille 3 et que je pense à vue de nez, à viste d'Ena, c'est comme dit mon père, que j'aurais effectivement plus d'aisance et c'est ce que je voulais être un petit peu plus à l'aise, puisque le fait est que ce gilet, donc c'est une, je vous l'avais expliqué déjà, mais brièvement, c'est une idée de design d'Anna, donc elle est venue vers moi exactement en me disant ce qu'elle voulait comme forme, ce qu'elle voulait comme fit, comme coupe, comme torsade, etc. Et du coup j'ai fait le modèle pour accompagner son idée. Et du coup il est un peu plus ajusté que ce que moi j'aime porter, puisque du coup je l'ai fait pour qu'il aille bien à Anna, et c'est le style que voulait Anna, et du coup c'était très intéressant de designer quelque chose dans un style qui est pas... alors c'est pas hyper différent non plus, mais c'est pas... si moi j'avais fait le modèle toute seule, comme ça, il aurait été très différent, il aurait été moins bien, déjà. Il n'aurait pas été aussi bien fini, je pense, et il aurait eu beaucoup plus d'aisance, puisque c'est quelque chose que moi je fais, je porte les choses avec des pulls ou des gilets même fermés avec pas mal d'aisance. Voilà, donc je fais une taille au-dessus pour avoir ce résultat-là, et j'utilise toujours la laine avec laquelle nous avons créé le modèle, qui est la laine de mon Chim Shop. Donc c'est une laine 100% française, cardée, rustique, une très très belle laine. Donc c'est un fil avec un métrage fingering, donc qui a 400 mètres au 100 grammes, mais c'est un fil qui gonfle beaucoup, qui a pas mal
de place, donc on le tricote avec un échantillon plutôt de fil sport. Donc je vous conseille de tester la laine de Cindy qui est... si vous aimez les laines naturelles, les laines rustiques, c'est vraiment une très belle laine. Ça fait partie des laines qui ne piquent pas, qui sont un peu sèches mais qui ne piquent pas. Par contre, elles ne changent pas beaucoup au blocage et au lavage, pas instantanément. En tout cas, c'est pas le genre de laine qui va complètement se transformer au blocage. C'est son avantage aussi, c'est-à-dire que vous avez ce que vous voyez en fait. Vous tricotez un gilet ou peu importe ce que vous tricotez avec, et vous savez que en la lavant, en la bloquant, elle va pas grandir, elle va pas beaucoup bouger, elle va juste bien se lisser, s'uniformiser, mais elle ne change pas beaucoup, y compris en termes de douceur, disons. Donc elle a sensiblement toujours le même toucher. Après, au fur et à mesure des lavages, au fur et à mesure de la portée, forcément la laine change toujours, mais dans l'immédiat, au premier lavage, il n'y a pas une grosse transformation. Donc voilà, si vous aimez vraiment pas les laines rustiques, c'est peut-être pas pour vous, mais en tout cas, elle fait partie des laines rustiques les plus douces au toucher. Voilà, elle pique pas du tout, c'est plutôt du côté sec de la rusticité. Et donc le coloris que moi j'ai choisi, c'est le coloris Maro, qui est un marron glacé. Et alors c'est vraiment intéressant parce que, vous voyez là on dirait vraiment marron. Et là si je me mets là, on commence à avoir quelque chose un peu avec des reflets un peu plus clairs. Elle a de très jolies nuances. C'est peut-être mieux si je vous montre. Voilà, bon là tout fait marron, donc j'ai un nouveau téléphone. Qui a une teinte assez chaude, je trouve. Du coup, tout est orange. Mais en vrai, elle a des reflets parfois un peu mauve quand on les regarde à l'ombre. Quand je le tricotais le soir à l'anniversaire de Lanae, du coup, on voyait vraiment, ça faisait des... Il y avait des parties un peu plus violines, des choses comme ça. Mais c'est vraiment une jolie couleur. J'avais envie d'un gilet... neutre mais quand même avec une couleur intéressante, pas juste gris, j'adore le gris hein, mais voilà, j'ai trop de gris, je suis en train de tricoter du gris après déjà, vous allez le voir, et du coup j'avais envie d'un neutre mais autre chose que du gris, et du coup j'ai choisi ce marron qui est très très joli. Il y a vraiment une belle gamme de couleurs dans ce fil, et voilà, je vais alterner les écheveaux après sur le corps. Je sais pas exactement de quelle longueur je vais le faire. Le patron est prévu pour être assez crop. Moi je porte pas trop de pull ni de gilet long, donc ce sera pas très long. Mais je vais peut-être le faire un peu plus long que mon premier prototype. Voilà. De toute façon j'ai assez de laine puisque c'est un gilet qui mange assez peu de laine. Justement du fait que vous avez 400 mètres par écheveau. Mais ça a un échantillon de 22 mailles, donc en fait vous n'avez pas besoin de beaucoup d'écheveaux. Et pour les premières tailles, avec deux écheveaux, vous avez largement de quoi faire. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je m'en mêle les pinceaux. Mais oui, du coup c'est assez intéressant, c'est assez marrant de tricoter son propre patron. Je m'énerve moi-même, mais voilà, pour l'instant tout va bien. Je n'ai pas eu à m'envoyer de messages pour me dire que j'avais fait des bêtises. Donc voilà. Je vous montrerai le moment voulu. J'hésite un peu entre deux jeux de boutons. Ouais. Je vous montrerai mes possibilités et vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà. Donc pas grand chose de plus à en dire. Alors les gens étaient surpris quand je le tricotais, que je le tricote sans diagramme. C'est vraiment la torsade la plus simple de la Terre. Donc il faut vraiment pas avoir peur. Le gilet a des éléments qui sont très simples à faire. Vous avez un raglan qui est expliqué rang par rang. Vous avez la torsade où il y a la grille et les explications. Et vous avez les pattes de boutonnage où il faut faire la boutonnière. Tous ces éléments sont
très simple. Si vous avez déjà fait un raglan, pas de souci. Si vous n'avez pas déjà fait de raglan, comme je vous dis, il est expliqué rang par rang, donc pas de souci. La torsade est vraiment hyper basique. En fait, vous voyez, ça fait des petites flèches. Et donc, quand vous êtes, là je regarde où j'en suis, c'est une torsade, je sais qu'elle se fait tout le temps sur les rangs en droit. Voilà, tous les rangs en vert, c'est que des mailles en vert. Donc ça, il n'y a pas à réfléchir, hein. Je fais des mailles en vert sur les rangs en vert. Et sur les rangs en droit, je sais que je dois faire un croisement, puisqu'elle se fait tous les 2 rangs. Et donc en fait, je regarde où est ma flèche, et là je vois que ma flèche, vous voyez là, j'ai déjà fait le premier croisement, donc mes mailles de ma flèche, elles sont là, ici. Vous voyez, ça commence à partir comme ça. Donc je sais que si je vois ça, je sais que ces 2 mailles, je dois les prendre et les déplacer encore pour les ramener petit à petit au centre. Et une fois que je serai arrivée au centre, et que j'arrive et que je vois que la flèche est finie, je sais que je dois recommencer une nouvelle flèche, donc repartir des extrémités. Et donc c'est très visuel, il n'y a pas besoin du tout de suivre la grille. Et c'est vraiment, une fois que vous avez compris et mis en place la première flèche, il n'y a pas du tout de souci. La torsade est différente pour les grandes tailles, hein. Elle est un peu plus large, forcément. C'est la même torsade, c'est juste qu'elle se fait sur 4 mailles en plus, et sur 2 rangs en plus, du coup, oui. Pour que ce soit à peu près proportionnel, parce que forcément, là, vous avez ce rendu-là sur moi, mais sur quelqu'un qui a un plus grand tour de poitrine, si la torsade elle restait comme ça, ce serait pas tout à fait la même proportion. Donc elle est plus grande pour se positionner sensiblement de la même façon d'une taille à l'autre. Voilà. Voilà. Pour Tarayuela, donc le patron, il est maintenant disponible sur la boutique d'Anna, de Lana et Tricot, donc je vous mettrai tous les liens dans la description aussi, hein. Donc vous pouvez acheter le patron sur Ravelry, via la boutique d'Anna. Vous pouvez aussi trouver des kits avec la laine en précommande sur la boutique Lana et Tricot. Donc vous avez le patron individuellement sur Ravelry, ou vous pouvez acheter le kit avec la laine de mon Ship Shop sur la boutique Lana et Tricot. Il est aussi disponible sur ma boutique Payhip et sur le site Lovecraft. Voilà, donc vous avez un petit peu tous les non, c'est pas ça le mot que je cherche. J'ai perdu mon mot. Toutes les possibilités, on va dire, de l'acheter. Et je vous mettrai les différents liens dans la description, comme ça, si vous pouvez pas aller sur Ravelry, vous pouvez aller sur Payhip. Si vous voulez un kit, vous allez sur Lana et Tricot, tout ça. Donc oui, ce que je voulais dire au niveau de la laine, c'est que si vous substituez la laine, voilà, prenez bien soit vous prenez le même genre de laine fingering. Par exemple, au moment de l'anniversaire de Lana et Tricot, beaucoup de gens ont pris de la boucle laine pour tricoter le gilet, ça marchera très bien. Ou si vous prenez un fil plus superwash, plus lisse, ça marche aussi très bien, il n'y a pas de souci, mais prenez du coup une laine sport, voire une laine DK, si vous avez quelque chose qui drape bien, genre du BFL ou quelque chose avec de la soie ou de l'alpaga, là vous pouvez carrément prendre une DK. Parce qu'encore une fois, l'échantillon est de 22,5 mailles, donc c'est un échantillon plutôt de laine sport. Voilà. Voilà pour mon premier encours. Mon deuxième encours, c'est un nouveau modèle que je viens tout juste de commencer. J'ai commencé à le tricoter hier. J'ai mis des aiguilles partout. C'est un modèle de gilet aussi qui est prévu depuis une éternité. Et j'ai la laine aussi depuis une éternité. Et enfin, je vais réussir à travailler dessus. C'est assez terrible, hein. J'ai des modèles prévus jusqu'à novembre 2021. Parce que là je vous dis novembre tout de suite, vous me dites oh ça va. Non. Novembre 2021 en fait. Voilà, j'ai
je dois mieux étaler les choses et du coup ça fait que j'ai des modèles prévus au moins un par mois jusqu'en novembre 2021 et donc ouais, quand on veut collaborer avec moi, du coup je suis toujours la personne chiante hein, qui dit oui mais par contre il faut attendre. je me fais attendre, je déteste ça mais j'ai pas le choix. Et le fait est que ça arrive. À force d'attendre, ça finit par arriver. La preuve, je commence ce gilet donc que je tricote en collaboration avec les laines de Sionac Yarns. Donc Sionac, petite aiguille, petite étiquette qui va faire du bruit. J'essaie de montrer les étiquettes. Hein, le truc c'est que je garde pas systématiquement les étiquettes aussi. Donc, par exemple pour la laine de mon Chip Shop, je l'ai pas gardée. Voilà. Mais là je l'ai, donc je vais vous la montrer et faire du bruit avec. Donc Sionac Yarns, donc qui est une teinturière française installée en Irlande, qui teint naturellement avec des plantes. Et donc là c'est de la déca, du mérino non, mais ça fait pas du tout la mise au point en fait. Voilà, plissez les yeux. Ah si, si. De la déca, du mérino non superwash. Musing Free, ce que j'aime bien qu'on précise. Voilà, et donc celle-ci est teinte avec de la noix de Galles et du coup ça fait un gris un peu bruni. Voilà, c'est pas vraiment un gris perle, c'est un gris qui est assez chaud, on va dire, parce que j'aime beaucoup. Et donc, ce sera un modèle de gilet, un grand gilet à pans. Coucou Nathalie de By Night, si jamais. Non, je dis ça, c'est rigolo. Nathalie de By Night Création, donc qui est une teinturière française. Je pars dans tous les sens. Hein. Et qui donc j'aime énormément tout, enfin je sais pas pourquoi je vous la présente, hein, vous savez qui c'est, qui fait des podcasts du coup, les podcasts qui ont le don de juste sauver les journées à chaque fois qu'il y en a un, c'est juste ça. Quand je vois qu'elle a mis un épisode, je le regarde, je suis de bonne humeur pour la journée, et qui récemment a parlé de mes modèles très gentiment et a dit que oui, effectivement, j'ai tendance à faire beaucoup de pulls près du cou, un peu crop, et que du coup, c'était pas du tout son style. Et je sais que Nathalie aime bien les gilets à pans, les gilets à col châle, tout ça. Vous verrez du coup l'année prochaine que je l'ai prise au mot. Mais en attendant, voilà, ça me fait rire puisque du coup, je fais un gilet à pans. J'ai pas mal de gilets à pans prévus, du coup, c'est pas du tout fait exprès. Mais c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai toujours cette impression de pas savoir comment les porter. Les gilets en général, hein, d'ailleurs. Parce que l'avantage du pull, c'est que c'est un pull, donc il n'y a pas à réfléchir qu'est-ce que je mets dessous. Et du coup, je sais pas, j'ai un peu j'avais un peu ce blocage absurde de me dire je ne sais pas comment porter un gilet, mais alors qu'en fait bien sûr que si, j'ai plein de robes qui se portent très très bien avec des gilets, et puis juste un t-shirt et un jean et un gros joli gilet, c'est pas gros joli gilet, c'est gros joli gilet, voilà, titre du podcast. C'est super comme tenue et ça me va très bien et c'est tout à fait mon style, y a pas de souci. Mais je sais pas, voilà pourquoi j'ai fait une fixette sur le fait de pas trop faire de gilet. Mais du coup, à force, c'est monté au cerveau et du coup là je vais faire 15 gilets d'un coup. Et le premier c'est donc ce modèle donc, que je tricote en collaboration avec Sionac Yarns, donc, qui m'avait envoyé la laine il y a très très longtemps et je l'ai fait attendre très très longtemps. Mais voilà, on y arrive et donc je fais ce gilet. Et donc c'est un gilet qui sera principalement en jersey en vert, parce que vive le jersey en vert. Et donc ça va être un gilet à épaules tombantes qui du coup là je suis sur le dos, donc je fais ça. Voilà, donc c'est une construction qui est assez classique, c'est-à-dire que j'ai monté les épaules et j'ai fait un petit schmilblick. Là j'ai
avancé un tout petit peu. J'ai monté les mailles du cou. J'ai fait des rangs raccourcis. J'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande. Alors, ça se voit toujours les rangs raccourcis sur les épaules, ça me rend malade. Mais bloqué, ça ira très bien. Que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers, hein, d'ailleurs, c'était... Voilà. Et même en faisant des rangs raccourcis à la japonaise, donc qui sont ceux qui sont le plus invisibles pour moi en jersey, en fait, quand vous faites une courbe de rang raccourci, bah vous avez la courbe, en fait. Et le fait est que là, si je regarde le jersey en droit, là, vous voyez très bien que vous avez les mailles qui partent d'abord dans cette direction, puis ensuite comme ça. Et je trouve que sur le jersey envers, ça se voit un peu moins. En fait, il y a une petite ligne qui forme la courbe, du coup, qui va descendre le long de l'épaule. Mais les mailles envers en tant que telles, je trouve qu'on a moins cet effet de clac-clac qu'avec le jersey envers. Mais du coup, voilà, au blocage, ça se remplira un petit peu mieux. Et je trouvais ça sympa d'assumer cette courbe sur le jersey envers. Vous pouvez essayer de faire des wrap and turns, les rangs raccourcis où on entoure la maille, mais le résultat est le même. Et donc, je pense que c'est un des trucs, c'est comme les mailles qui sont lâches quand on fait des côtes 1-1. C'est quelque chose que il y a des gens qui n'aiment pas du tout cet aspect visuel, mais c'est inhérent au tricot, ça fonctionne comme ça, et du coup, bon, faut un peu l'accepter. Donc j'accepte ma ligne de rang raccourci, et donc ça c'est le dos, hein, du coup, qui se mettra comme ça. Vous voyez, ça va être quelque chose avec pas mal d'aisance. Donc là, j'avance mon dos en jersey normal, tout droit, jusqu'à la fin de l'emmanchure. J'y suis presque, je dois y être d'ailleurs. Oui, je pense que je dois y être. Puis je vais relever les mailles sur les épaules pour faire commencer mon devant. Comme ça, et pareil de l'autre côté. Il y aura, alors ce sera pas que du jersey envers, vous me connaissez, il y aura un point texturé, des côtes un peu tressées, qui se feront comme ça sur les devants du gilet et sur le bas du gilet. Les manches seront tricotées aussi en rond, mais depuis l'intérieur pour avoir le jersey envers aussi. Voilà. Donc voilà, ça va être un gros gilet avec pas mal d'aisance. J'essaye de bien le positionner sur le cou. Mais voilà, ça va être un gros gilet avec les devants en fait qui vont augmenter sans cesse. Les devants, je vais les faire tout le temps augmenter. Bonjour. Les pans du gilet vont partir sans cesse en augmentant pour finir par se croiser devant, un peu comme un cache-cœur, mais ils vont pas être fermés par un lien ou quoi que ce soit. On pourra rajouter un lien si on veut. Mais voilà, ils vont partir comme ça, les devants. Donc ça va être vraiment un gros gilet. En plus, donc j'utilise de la DK que je tricote avec des aiguilles 4,5. Donc c'est un échantillon qui est assez souple. Je peux me le permettre puisque c'est pas de la laine superwash. Et elle a vraiment elle se prête bien au gros échantillon. Vous voyez, c'est hyper joli. On voit plus les irrégularités. Voilà. Pour toutes celles qui sont stressées que leur tricot soit pas parfait parce que leur tension, machin, bidule, vous voyez, on voit hein, toutes les irrégularités beaucoup plus sur l'envers. Les endroits où mes mailles sont un poil plus larges, un poil plus serrées. Voilà, c'est normal. Et ça va se lisser au blocage. Et je le vois beaucoup en jacquard, des gens qui disent « Oh, mais attention, elle est pas terrible. » Moi, je regarde leur jacquard et je vois « Mais c'est une machine qui l'a fait le truc et vous trouvez qu'elle est pas terrible, votre tension. » Mais voilà. La laine rend bien sur cet échantillon un peu lâche. Mais du coup, voilà, ça fait vraiment un gros gilet. Et donc, il faut vraiment que je
que je forme bien mes épaules et que je serre bien là, pas que ça tombe, tout simplement. Surtout que le col sera fini par un I-cord, simplement. Donc voilà, j'ai essayé de bien le placer là, de bien faire la courbe là, parce que les pans vont partir comme ça, et après il y aura qu'un I-cord. Ce sera beaucoup plus pratique quand je serai plus avancée. Donc voilà, j'aurai sans doute plus de choses à vous montrer, soit dans le prochain épisode, soit quand il sera prêt. Mais voilà, là vous avez le dos, du coup. Je l'ai vraiment fait grand, hein. Ouais, je l'ai fait très grand. Mais j'avais envie d'un grand gilet. L'automne arrive. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer les petites côtes tressées là en question. Puisque je trouve que c'est vraiment un joli point. J'ai un échantillon mais loin, donc il va rester là-bas. Mais je dis beaucoup dans cet épisode, plus que d'habitude. Désolée. Ce sera le gilet quand on en est... Ne dites pas quand on a des tics de langage ou des trucs comme ça, parce que 1, on a beaucoup de chances d'être au courant. 2, en fait, ça ne change rien. Le fait de se rendre compte qu'on a un tic de langage, enfin moi en tout cas, ça ne m'aide pas à ne pas le faire. C'est un tic de langage. C'est pas tout à fait pareil que le fait de dire une bêtise ou d'utiliser un mauvais mot. Ça j'arrive à l'intégrer, mais alors les et vraiment ce qui relève de l'automatisme, j'arrive pas à m'en défaire, c'est un peu le principe. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, ce sera le gilet Pineray, comme une forêt de pin. Mais voilà, parce que je trouve que les côtes tressées, vous le verrez quand je vous les montrerai, leur élévation, ça fait un peu penser à une forêt de pin. Ça a un petit côté texturé. Et du coup, voilà, Pineray, je me suis dit que c'est un joli mot et que ça me faisait rire. Voilà. Pour ce gilet, qui devrait sortir fin novembre, si j'arrive à l'avancer suffisamment vite pour commencer le test. On est quel mois? Oui, ça devrait aller, ça devrait passer. Voilà pour mes encours. Du coup, j'ai fini sur mes encours. Cet épisode va être beaucoup trop long. Je voulais faire un petit aparté sur mon cal mystère. Donc, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, j'organise un cal mystère. Donc, si vous voulez un peu avoir toutes les informations, la présentation du projet, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube que j'ai publié avant le lancement de l'événement et du patron, qui vous explique tout en détail. Donc c'est un col en jacquard avec les représentations des arcanes majeures du tarot. Donc vous avez un motif de jacquard par carte, et donc c'est un long col tube pour l'automne. Et le patron est disponible sur Ravelry et sur Payhip. Et donc là en ce moment, au moment où vous voyez cet épisode, nous avons 4 indices publiés. Donc vous avez 6 parties en tout du col. Et les 4 premières parties ont été publiées. Donc c'est pas une course, hein, donc si vous voulez nous rejoindre maintenant, vous êtes les bienvenus. Le patron est à un prix réduit jusqu'à la fin du mois, jusqu'à fin septembre. Le patron du col est à un prix spécial pour le cal. Après ça, quand le patron sera publié officiellement début octobre, dans son entièreté, avec la révélation du projet entier, etc., il retournera à son prix normal. Donc si vous êtes intéressé par le projet, que vous vouliez le tricoter maintenant ou pas, n'hésitez pas à jeter un œil. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer le premier indice, pour vous donner une idée un petit peu du style. Voilà, alors vous avez sur Instagram et sur Ravelry
pas mal de personnes qui partagent leur progrès du col et donc ont montré les premiers indices. Mais je me suis dit que ce serait bien de vous montrer ma version à moi ici. Comme ça, si jamais vous attendiez de voir le début du projet pour vous décider à est-ce que vous voulez acheter le patron, est-ce que vous voulez faire le cal ou pas, eh bien, je voulais vous faire une première révélation. Comme ça, vous avez une idée du style de motif présent dans le col. Donc, je vais montrer le premier indice du col Page of Wands ici. Donc j'ai déjà montré sur Instagram les 3 premiers indices. Ce matin, je viens de publier le 4e. Donc voilà, c'est plus vraiment un secret, mais je préfère vous prévenir. Si vous voulez pas voir du tout le col, ne regardez pas. Ne regardez pas jusqu'à ce que je vous dise que ce soit bon. Voilà, donc le premier indice du Calmystère Page of Wands. Donc, comme j'essayais un petit peu de vous expliquer en vous présentant le projet, ce sont des motifs qui sont figuratifs, mais qui sont quand même symboliques. C'est-à-dire qu'ils sont pas trop, comment dire, trop extravagants non plus. Le premier indice en l'occurrence est l'un des plus visuels, je trouve. C'est un de mes préférés. Donc vous avez 3 cartes du tarot. Donc chaque ligne de motif que vous voyez ici, et c'est comme ça pour l'entièreté du col, représente une des cartes de l'arcane majeur du tarot. Donc si vous connaissez pas le tarot, c'est pas grave. Bon, je pense que vous voyez, alors bon, certes, il y a une lune, il y a un masque, un symbole infini, mais en fait, si on ne connaît pas les cartes du tarot, si on ne sait pas ce dont il s'agit, c'est pas explicite, il n'y a pas écrit tarot, sorcière, en gros dessus, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est encore plus vrai avec le reste des motifs, je trouve. Voilà, ça reste assez... Je voulais quelque chose qui reste assez portable, et puis au fond là vous avez même pas un 6e du col, du coup vraiment quand vous le portez c'est pas, voilà, c'est pas si extravagant que ça. Mais pour ceux que ça intéresse, à chaque fois, pour chaque indice, vous avez donc la grille qui correspond et je vous explique tel motif ça représente telle carte, et je vous donne une mini explication de la carte. Alors voilà, c'est le tarot a 20 milliards d'explications très personnelles, toutes plus différentes les unes que les autres, mais voilà, je vous donne juste une explication de pourquoi j'ai dessiné ce motif-là pour cette carte, parce qu'il y avait un lien pour moi au niveau du sens. Donc c'est peut-être l'occasion de vous montrer un exemple. Donc ici vous avez 3 cartes. La première carte c'est celle-ci, ce que vous voyez ici. Donc ce sont des montagnes et c'est la carte du fou. Donc c'est la première carte des arcanes majeures du tarot. Donc le tarot c'est divisé en arcanes majeures et arcanes mineures. L'arcane majeur c'est les 22 premières cartes qui sont numérotées de 0 à 21. Et ce sont des cartes importantes, ce sont des gros événements, des cartes puissantes, voilà tout ce que vous voulez. Et donc la carte numéro 0, qui n'est pas numérotée, c'est le fou, et c'est la première carte, et souvent elle est... Je peux peut-être vous montrer un tarot, hein, tout simplement, ce serait beau. Regardez ce qu'on va faire, on va s'amuser, ça va être un podcast qui va faire 20 milliards d'heures de long. Donc, le fou. Le fou que moi j'ai choisi de représenter par donc des montagnes. Pourquoi? Parce que alors je me suis basée sur les thèmes généraux qui étaient liés aux cartes, mais je me suis aussi basée sur eh bien voilà, sur le magicien, machin, oui voilà, sur les symboliques déjà présentes dans les jeux de tarot, et en particulier dans... alors, vous avez, en tarot, vous avez
différents systèmes. Vous avez le tarot de Marseille, que beaucoup de Français connaissent, forcément, qui est un tarot basé sur un jeu de cartes, et qui est un tarot très ancien, classique, machin, et qui est un tarot qui est sympa, hein, que moi j'aime bien, mais qui a tendance à être un peu méchant dans ses interprétations, disons. Dans la symbolique qu'il utilise, c'est toujours, je sais pas, je le trouve un peu négatif, le tarot de Marseille. C'est, enfin, c'est comme, je crois que c'est la carte de l'étoile. Alors on se dit, l'étoile, c'est l'espérance, c'est machin, c'est la lumière. Et dans le tarot de Marseille, c'est quelque chose de déprimant au possible. C'est pas du tout ça. C'est, enfin, je sais plus exactement. Parce que je suis pas très familière du tarot de Marseille, justement. Moi, je connais mieux le tarot Smith-Waite, Rider-Smith-Waite, qui est un tarot qui a été fait et dessiné plus récemment, et qui est basé sur le tarot, enfin, qui est aussi proche du tarot de Marseille, évidemment, mais qui a des inspirations, des interprétations un petit peu différentes, et je trouve personnellement un petit peu plus sympa. Donc, c'est un petit peu la symbolique primaire de laquelle je me suis inspirée. Et donc là, vous avez la carte du fou, du coup, qui est typiquement toujours un jeune homme qui part avec un baluchon, avec des montagnes en arrière-plan, et le chien, là, qui lui court après. Le fou, c'est un début d'aventure, un voyage, c'est se lancer dans quelque chose sans forcément trop d'expérience ni réfléchir, donc on risque de se faire mordre par le chien. Mais voilà, c'est un début, c'est un voyage, c'est un petit peu cette symbolique de gravir des montagnes, et c'est pour ça que j'ai dessiné des montagnes. Je voulais vous montrer différents jeux de tarot. Je me suis dit, ça va être un épisode catastrophique, hein, on est d'accord. Mais je voulais vous montrer différents jeux de tarot parce que j'en ai plein. Tant les utiliser. Mais parce que, juste pour vous montrer, peut-être ceux qui sont pas très familiers des tarots, qui connaissent pas du tout l'univers, c'est vraiment un puits sans fond au niveau de l'art et des dessins, parce que vous avez plein d'illustrateurs indépendants du coup qui ont fait leur tarot, soit tout simplement en reprenant les dessins tels qu'ils sont dans le Rider-Smith ou le tarot de Marseille, mais parfois en réinterprétant un petit peu. Et vous avez différents styles, différents dessins, vous avez plein de choses différentes. Et donc là, je voulais vous montrer celui-ci que moi j'aime bien, que je trouve tout mignon. C'est The Spacious Tarot. Le tarot, alors de l'espace, mais c'est pas l'espace, voilà, c'est plus l'espace, prendre son espace, des choses comme ça. Et c'est un tarot dont j'aime beaucoup le style, qui est très très doux, très très joli. Et ça, c'est la carte du fou. Voilà, donc vous avez encore une fois cette idée de montagne, de départ, de on s'avance au bord de la jetée. Donc ça, c'est le fou. Et j'ai pas pris le bon, je reviens. Vraiment le podcast catastrophique. Et l'autre jeu de tarot que je voulais vous montrer, c'est le tarot Ophidia Rosa, que j'ai un peu montré sur Instagram, puisque je l'ai utilisé pour faire des photos parce qu'il est particulièrement joli. Ça, c'est le dos des cartes. Donc c'est un tarot qui est plus basé sur les plantes et sur les insectes et les animaux au niveau des illustrations. Donc vous avez à chaque fois dans la majorité des jeux tarot, quand vous les achetez, vous avez un petit livret qui vous explique la symbolique employée. Par exemple, vous avez beaucoup de tarots qui sont, voilà, avec une thématique de plantes.
Et on vous explique que la personne qui a dessiné le tarot a choisi cette plante parce que ça symbolise telle chose et que du coup c'est lié à l'interprétation de la carte de tarot illustrée. Alors je cherche juste à chaque fois les 3 premières cartes. Ah, le fou, il est là. Et maintenant je cherche quoi? Je cherche le magicien. Il me semble que le magicien c'est un papillon. Dans celui-ci. Donc ça c'est le Ophidia Rosa tarot qui est vraiment très très... Ah mais non, c'est pas du tout un papillon, qu'est-ce que je raconte, c'est un serpent. La même chose. Qui est vraiment un très très joli jeu de tarot. Elle fait des illustrations vraiment très belles. C'est elle s'appelle Layla plus Olive et elle a un compte Instagram absolument magnifique. Voilà, donc le fou dans ce tarot là, c'est des petites fleurs et des plantes et voilà. Et donc il y a des tarots qui se lisent de manière un petit peu plus intuitive. Voilà, qu'est-ce que ce dessin vous inspire, machin. Vous pouvez partir dans des délires plus ou moins ésotériques. Mais voilà, je voulais juste vous montrer 3 versions du fou. Ces 3-là. Disons l'inspiration originelle, quelque chose d'un petit peu plus minimaliste et quelque chose de botanique. Mais voilà, et donc moi de mon côté j'ai fait mes montagnes. Donc ça c'est la première carte. La deuxième carte qui était dans ce premier indice, c'est le magicien. Et donc vous avez ce symbole de l'infini ici, avec une baguette là qui monte. Voilà. Pourquoi le symbole de l'infini? Parce que le magicien est traditionnellement représenté par avec le symbole de l'infini, puisqu'il il représente comment dire, c'est un peu une carte difficile, le magicien, je l'aime pas beaucoup. C'est le magicien, alors le fou c'est un personnage qui se lance dans une aventure, et le magicien ça va être la personne qui va utiliser des ressources, son intelligence, ses moyens, ses connaissances, la puissance, le potentiel dont il dispose pour agir. Voilà, c'est plus un personnage qui est dans l'action, le magicien. Et donc traditionnellement, le magicien, il est représenté comme ça, dans le tarot de base. Donc vous avez, c'est quelqu'un qui a avec lui les 4 symboles du tarot. Donc dans le tarot, vous avez ces cartes-là qui ont des noms, qui représentent des personnages ou des événements, des choses. Et vous avez ensuite toutes les autres cartes, les cartes moins importantes, qui sont groupées en thèmes. Donc vous avez 4 thèmes. Vous avez l'épée, les bâtons, la coupe et les pentacles. Et je sais pas en français comment on est censé... Enfin c'est les deniers dans le tarot de Marseille, voilà, c'est de l'argent, quoi. C'est soit de l'argent, soit les pentacles. Chacun de ces 4 groupes est associé à un élément. Vous avez le feu, l'eau, la terre, machin, l'air, et à une personnalité, à un aspect de la vie, un aspect de ce que vous voulez, machin. Et donc le magicien, il a les 4 avec lui, il a le symbole infini, il utilise tout, il sait tout faire, il est trop fort, machin, d'où le symbole de l'infini. J'aime pas beaucoup le magicien, il m'embête, hein. Je sais jamais quoi en faire. Mais voilà, c'est assez facile à dessiner puisque ben il y a ce symbole de l'infini et il y a cette baguette qu'il tient avec laquelle il agit. Donc ça, vous avez le magicien ici de la façon un peu minimaliste avec le joli dessin. Et le magicien en version botanique et animal, et donc elle a choisi de le représenter avec un serpent. Le serpent qui se mord la queue, parce que pareil, c'est la même notion d'infini. Voilà. Vous voyez ce qui se passe quand je me lance dans un truc que j'aime bien et qu'il faut que j'explique. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai choisi le symbole de l'infini, c'était pas très compliqué. Et la dernière carte du premier indice de ce col, c'était la grande prêtresse. Et donc la grande prêtresse, c'est une carte que j'aime bien, que beaucoup de gens aiment bien, je suis pas très originale. La
La grande prêtresse, c'est un symbole de pouvoir intuitif, mystique, un petit peu. Elle représente une connaissance qui est cachée, qui est ancienne, des secrets, d'où ce masque. J'ai essayé, alors j'ai eu trop du mal, hein, j'ai galéré hein, à faire un truc avec des proportions correctes. J'ai essayé de dessiner du coup en jacquard un masque comme les masques de mascarade, vous savez, de bal, le bal masqué, pour représenter un petit peu ce côté connaissance cachée, intuition, tout ça. Et la grande prêtresse est très souvent associée à la lune, puisque la lune c'est aussi ce savoir mystique, tout ça, machin, l'intuition, etc. D'où la lune, voilà. Et puis ça, au milieu, c'est autre chose qui devient la carte suivante dans le deuxième indice. Mais là, je voulais juste vous montrer le premier indice. Et peut-être que quand le col sera, fini et que le col sera publié de manière officielle et complète, peut-être que je passerai en revue certaines cartes pour vous. Je ferai pas tout parce qu'il y en a 22 et que on va se retrouver comme maintenant avec un épisode interminable. Mais voilà, peut-être que je m'amuserai à vous montrer 2-3 choses. Donc là, pour la grande prêtresse, la carte, disons, inspiration de base, la carte du tarot classique, c'est celle-ci. Donc c'est une figure un peu religieuse, hein. Vous avez aussi le pape hein, dans le tarot, le pendant masculin de la grande prêtresse. Alors oui, il y a du masculin et du féminin dans le tarot. J'aime beaucoup les tarots du coup qui ne représentent pas de personne. Parce que du coup, forcément, ça évite de genrer les choses. Parce que c'est vrai que c'est un peu toujours lourd de définir certaines qualités comme féminines et certaines qualités comme masculines, quand bien même le tarot à la base dit bien que c'est pas parce que sur la carte il y a une femme dessinée que ça implique forcément du féminin ou quoi que ce soit, mais voilà. Mais là en l'occurrence, dans le vieux tarot, c'est effectivement une figure religieuse féminine. Elle est au centre de 2 piliers, puisqu'elle est capable de balancer les choses, elle est posée au milieu parce c'est une figure de sagesse en fait. Voilà, avec la lune en bas là. Vous avez, alors, je dis peut-être une bêtise, mais moi là, dans son chapeau, je vois assez clairement le symbole de la déesse Hécate, en fait, qui a, vous savez, la lune et les 2 croissants. Voilà, toujours dans l'imaginaire de la lune. Le petit tarot minimaliste avec les jolis dessins, la grande prêtresse, c'est ceci. Et donc là, vous voyez, c'est assez marrant, puisqu'on est sur le coquillage. C'est ces coquillages où on est censé entendre quelque chose dedans, entendre un secret, une connaissance un peu ancienne qui viendrait d'un vieux coquillage, le coquillage, les fossiles, tout ça, et la lune dedans, avec la marée. Et côté botanique, très simplement, on a une jolie fleur avec la lune. Voilà. J'arrête, pardon. Mais voilà, donc c'est le premier indice du col Page of Wands. Et donc, au moment où vous voyez cette vidéo, je viens d'envoyer le 4e. Donc voilà, on a bientôt fini. Et comme je vous le dis, vous avez jusqu'à la fin du mois pour prendre le patron à son prix de cal. Et après, du coup, j'aurai enfin le plaisir de tout vous dévoiler, de vous montrer quelques cartes précises. Voilà, là, l'indice que je viens d'envoyer, on a la fortune, justice, la justice, le pendu, qui n'est pas un pendu, hein. Enfin si, mais pas pendu, bon bref, vous avez compris, et la mort. Et j'ai eu beaucoup de mal à dessiner, à savoir quoi mettre pour la carte de la mort, alors qu'il ne veut pas signifier forcément la mort, hein.
Dans les films ou dans les séries, à chaque fois qu'il y a un jeu de tarot quelque part, ou un espèce de cliché de voyante qui lit le tarot, et toujours à montrer la carte de la mort. Mais en fait non, c'est pas la mort, c'est surtout c'est un changement, c'est une renaissance. Et du coup, ouais, j'ai eu un peu de mal à dessiner ça en jacquard. Je suis pas hyper satisfaite de cette carte, alors que c'est une carte importante, mais voilà, je suis curieuse de voir ce que les gens qui vont tricoter le col Saturnis en pensent. C'est vraiment hyper intéressant de voir les interprétations de chacun. Surtout quelque chose de trop drôle, c'est que parfois je vois sur le forum Ravelry ou sur Instagram que vous trouvez des motifs et que je n'ai pas mis en fait. Des choses qui n'étaient pas du tout intentionnelles. Disons que j'ai mis un motif et que à côté j'ai mis d'autres trucs pour remplir parce que sinon ça faisait des longs croisements de fils. Mais les gens qui tricotent le col ils arrivent à y trouver un sens, et un sens qui est parfait. Enfin, du coup c'est assez marrant de voir les significations qui m'échappent, c'est normal. Et de voir un petit peu les interprétations de tout le monde, donc en termes les interprétations du tarot bien sûr, mais tout simplement en termes de tricot aussi, parce qu'encore une fois c'est pas un projet pour les fanatiques de tarot, si c'est pas quelque chose qui vous parle, vous voyez les motifs, plus tard il y a des fleurs, il y a des choses voilà assez classiques, mais aussi en termes de couleurs. Et je regardais récemment le podcast des petites potions, donc de Déborah, qui est une teinturière qui participe au CAL. Et elle le tricote dans un coloris. Alors elle a un coloris bordeaux pourpre et un coloris un peu violet. Et du coup, c'est hyper joli. Et elle parle très bien du fait qu'elle voulait un faible contraste pour avoir ce côté un petit peu mystique, et que du coup ça rend complètement différemment, et sa version est vraiment très très belle. Elle a posté des photos sur Instagram aussi, si vous voulez, je vous encourage à aller voir, si vous voulez pas regarder son podcast, même si vous devriez. Elle est très très sympa, puis c'est sympa de voir de nouveaux podcasts et de voir des teinturières aussi un petit peu. Donc c'est cool. Comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur le faible contraste, c'est hyper intéressant la façon dont elle aborde le truc, et le résultat est vraiment beau. Quand vous faites du jacquard, vous n'êtes pas obligé d'avoir la règle d'or de il faut une couleur hyper claire et une couleur foncée qui contraste hyper fort. Voilà, le fait de prendre une photo en noir et blanc et de vérifier qu'on voit bien. C'est facile en fait, et surtout là pour un cal mystère, je voulais pas prendre le risque que vous preniez des couleurs qui ne fonctionnent pas et qu'après vous soyez embêtés. Du coup, ouais, j'ai beaucoup insisté sur le fait que prenez des couleurs contrastantes, parce que je sais que ça va marcher et que ça ira. Mais si c'est pas votre style, et si vous savez bien gérer les couleurs, comme l'a fait Déborah et comme l'ont fait d'autres, parce que j'ai vu d'autres versions avec des choix de couleurs plus originaux, c'est super joli. Moi, le jacquard avec un faible contraste, je trouve ça très très beau. C'est une ligne assez fine entre ça fait un jeu de lumière et c'est dommage. Enfin voilà, c'est une ligne qu'il faut pas passer. Faut rester du côté où c'est intéressant, on voit les motifs mais on les voit pas vraiment. Et faut pas passer du côté où en fait on perd le dessin et on est déçu parce que voilà, on voit pas les motifs. Mais si vous avez plus d'expérience avec le travail des couleurs, c'est hyper joli. Même quand on est du côté de teintes un peu pastel, tout ça, voilà, faut savoir bien gérer, faut savoir bien choisir ses couleurs. Mais ça rend vraiment bien aussi, voilà. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus atténué, on va dire, voilà, faut pas hésiter à prendre des couleurs plus sombres et à baisser le contraste jusqu'à la limite où vous voulez et vous aimez le rendu. Voilà.
J'ai beaucoup trop parlé. J'ai beaucoup trop parlé et j'ai pas fini. Puisque je voulais vous parler de Pom Pom. Donc je vous ai annoncé du coup dans le dernier épisode du coup que j'avais un modèle publié dans le numéro 34 de Pom Pom. Donc Pom Pom qui rassemble des modèles mais pas que de designers indépendants. Et donc je vous avais montré la semaine dernière Atlantica, qui est ma contribution à Pom Pom et qui est ce gros pull avec de la dentelle. Et je suis vraiment hyper ravie de ce projet. Et donc vous voyez les deux versions. La version avec un effet marbré plus prononcé, qui donne vraiment un aspect pull rustique machin, et la version avec une couleur plus uniforme, où on voit vraiment bien la dentelle et où vous avez ce rendu plus délicat, on va dire. Donc je viens juste de le recevoir. Donc il y a des modèles de tous ces gens-là. Et les modèles, moi j'aime vraiment beaucoup cette édition. Donc c'est une édition qui a été éditée par Ocean Rose, qui est une teinturière basée au Royaume-Uni. Donc c'est elle qui a sélectionné les modèles, c'est elle qui a un petit peu chaperonné, disons, le style des shootings, le style de tout, même si ça a été un petit peu chaotique avec le confinement et tout ça. Mais le résultat, ce qu'elles ont réussi à faire de cette situation, c'est vraiment très très beau. Et donc moi j'aime beaucoup tous les modèles qu'il y a dedans. Je vais vous montrer mes modèles préférés. Donc là, le modèle qui est en couverture déjà. Je pense que c'est mon préféré de toute la collection. Donc c'est de l'intarsia, il est tricoté comme ça. Et je vous le trouve vraiment vraiment très très beau. C'est hyper intéressant l'intarsia, il y a plein de choses à faire. Et c'est assez rare de le voir utilisé de cette façon, en fait, de façon géométrique comme ça. Souvent il est tricoté comme ça. Il est vraiment très très chouette. J'aime bien aussi l'originalité du col. Enfin, il est très original ce pull et je l'aime beaucoup. L'autre modèle que j'aime bien, c'est celui d'Aurélie la Poule, qui a fait un gros pull slash tunique avec des torsades. Donc c'est ce modèle-là. Et elle aussi, du coup, vous avez deux versions de son modèle pour voir un petit peu de façons de le porter, de fils différents. Voilà, donc c'est des torsades relativement simples, mais du coup ça fonctionne hyper bien dans ce joli fil. C'est très très beau. Moi je porte pas de tunique parce que la forme de mon corps ne le permet pas. Mais en pull, en raccourcissant en pull, du coup, peut être très très sympa. Et vous avez des accessoires aussi, vous avez des chaussettes, vous avez ce châle avec cette texture là qui est très sympa. Voilà. Et il y a aussi des articles que... Ah oui, celui-là, ça c'est mon autre que j'aime bien. Voilà. Un yoke en jacquard avec un motif géométrique un peu original, c'est vraiment très très chouette. Ça c'est un modèle de The Petite Knitter, du coup. Ne pas confondre avec Petite Knit, c'est pas du tout la même chose. The Petite Knitter, si vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui vit en Arctique quelque part sur une île paumée et elle fait des modèles, pas mal de modèles de jacquard mixtes, des gros pulls, tout ça. Enfin c'est très joli ce qu'elle fait. Et donc vraiment très contente et honorée, et je sais pas, c'est bizarre d'être avec plein de personnes hyper talentueuses dans ce magazine et voilà, et j'en suis très 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 contente. On m'a demandé comment ça se passait, les collaborations avec les magazines ou avec des publications en général, parce que je sais quelqu'un qui commence à designer qui m'a demandé un petit peu comment ça se passait. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant un petit peu de vous parler des coulisses, de comment les designers travaillent un petit peu avec les publications. Côté un peu pro. Voilà, donc je vais un peu parler de ça. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez sauter le passage encore une fois. Après,
Après, je parle de quoi? Oui, après, je vais parler de l'anniversaire de Lana et Tricot. Donc voilà. Mais pour ceux que éventuellement ça intéresse, je vais essayer d'être brève. Quand on publie via un livre ou un magazine, ou quand on participe à quelque chose, du coup on cède les droits d'exclusivité, donc qui varient en fonction de la publication, c'est un certain temps. Dans le cas de Pom Pom, c'est 1 an. Si je dis pas de bêtises, oui. Généralement c'est 6 mois, ça peut être moins, voilà, tout ça, ça varie un petit peu. Et du coup, c'est un échange en fait qui se fait entre le designer et la publication. On donne du coup de l'exclusivité pendant une période définie. Ça veut dire qu'après, effectivement, on peut prendre le modèle et le vendre individuellement. Sauf si c'est... Enfin, normalement, c'est pas légal, l'exclusivité infinie. Mais voilà. Une exclusivité pendant un certain temps. Voilà, on choisit pas la laine, on choisit pas la langue dans laquelle le patron est publié. Là, par exemple, Pom Pom est uniquement en anglais. On choisit pas le format, on choisit pas les délais. Voilà, ce genre de choses. Et disons que céder l'exclusivité sur un nouveau modèle, c'est beaucoup. C'est important pour un designer puisque on est perdant en fait, en quelque sorte, en termes de volume de vente. Puisque, alors certes après on récupère les droits, comme je vous l'ai dit, on publie le patron individuellement, mais bon déjà c'est du travail, puisqu'il faut, dans mon cas, le retraduire, etc. Mais en fait ça rattrape pas les ventes qu'on aurait eues sur une nouveauté, puisque l'idée c'est que vous achetiez le magazine et ou le livre. Moi je veux que vous achetiez les collaborations parce que c'est énormément de travail, c'est des beaux objets et ça vaut vraiment le coup parce que vous avez un panel de patrons magnifiques voilà, condensé. Donc l'idée c'est que vous achetiez la collaboration, mais du coup vous n'allez pas racheter le patron individuellement après, et disons que le potentiel de personnes intéressées pour acheter un patron de tricot indépendant, c'est pas en expansion infinie, hein. Voilà, donc je parle moi perso, c'est très différent en fonction des designers, en fonction de leur situation. Est-ce qu'ils sont à temps plein, voilà, comment est-ce qu'ils s'en sortent, qu'est-ce qu'ils font de leur activité. Mais voilà, moi personnellement, dans ma situation, c'est moins avantageux strictement au niveau du volume de vente et de revenus de collaborer à un magazine ou à un livre. Pourtant, je sais que je vends pas des milliers, des cents, mais c'est normal en fait. Si vous... Tiens, je vous donne un chiffre. En moyenne, un patron, quand je le sors, moi tout seul dans mon coin, en moyenne, j'en vends une 50aine le premier mois. Voilà, c'est une moyenne, hein, c'est-à-dire que la majorité c'est moins, mais il y a quelques élans qui tirent la moyenne vers le haut. Et forcément, un magazine, il va pas payer l'équivalent de ça, même si on gagne pas beaucoup sur un patron, mais bon, ça fait quand même une somme. Voilà, c'est... J'ai beaucoup de chance parce que quand j'arrive à en vivre de mon design et à aider un petit peu ma famille, c'est très 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 rare. Et mais je gagne pas un SMIC non plus, quoi, en fait. J'arrive petit à petit, je tends la main vers le SMIC, j'y arrive. Des fois, il y a des mois où j'arrive un petit peu à l'accrocher, mais voilà. Mais malgré ça, malgré le fait que c'est pas Rothschild non plus, quand je donne les droits à un magazine ou à une publication, ça fait moins forcément. Du coup, pourquoi c'est quand même hyper sympa de participer à des magazines et à des livres, c'est parce que il y a tout le système qu'apporte la publication en fait. L'échange, le contrat se fait entre, donc moi je cède les droits, et eux, en échange, il y a deux choses. Ils achètent les droits, ils donnent un montant qui varie en fonction
de la complexité du modèle, de la durée de l'exclusivité. Bah, forcément, si c'est un bonnet, c'est pas pareil qu'un gros pull gradé, machin. Qui varie en fonction des moyens de la publication aussi, de leur politique, etc. Donc d'une part, il y a cet achat de droits, et d'autre part, il y a toute l'organisation qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ils vont s'occuper de fournir la laine, ils vont tech éditer, ils vont faire des photos, ils vont avoir tout le marketing et la promotion. Alors ça fait pas manger, hein, la visibilité, faut pas se voiler la face, et c'est pas des retombées qui sont c'est génial, ça fait super plaisir, mais ça fait pas manger non plus. Donc la visibilité, éventuellement les tests NIT, certaines publications s'occupent de faire tester. Voilà. Et donc idéalement, ça s'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des publications, c'est pas une science exacte pour tout le monde, hein. Il y a des publications qui ont moins de moyens, mais qui compensent du coup en laissant beaucoup de temps aux designers, en étant hyper organisés, en s'occupant des tests, machin, et du coup on peut travailler hyper efficacement. Et du coup, c'est pas grave si on est moins payé, parce que on profite quand même du plaisir d'être dans la publication, et c'est trop cool. Et on a pu travailler sans que ça nous pose trop de soucis financièrement et au niveau du temps. Et d'autres publications, à l'inverse, qui prennent moins de choses en charge, soit parce qu'elles n'ont pas de temps, soit parce que c'est pas sont plus généralistes aussi, c'est pas le métier de tout le monde de faire des tests tricot. Mais du coup, si le designer a plus de travail, du coup, il faut que la compensation, l'achat de droits, soit en conséquence, parce que si on fait le même travail pour une publication, mais qu'on a 3 fois moins en revenus, du coup on perd du temps et du budget, et du coup après quand c'est sa seule source de revenus, c'est compliqué. Mais voilà un petit peu comment ça se passe. Donc les collaborations, elles doivent avoir cet équilibre entre c'est un contrat, voilà, tout simplement. Et donc c'est un peu comme ça que ça marche côté coulisses. Dans le cadre de PomPom, comme je vous l'ai dit, ça s'est très bien passé, malgré le fait que ce soit pas en confinement. Voilà, les pauvres, on a dû changer d'idée de laine. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est une trop bonne idée, line band pour faire un pull en dentelle. Oui, c'est pas mon idée, hein. Ça c'est PomPom et leur génie. Enfin c'est Ocean Rose, il me semble, qui avait choisi le fil. Mais voilà, on avait dû changer de fil. Et avec les délais d'envoi pendant le confinement, c'était un peu ric-rac, mais elles ont super bien géré et on s'en est très bien sortis. Et du coup c'est très bien passé, c'était très sympa. Et voilà. Donc le magazine, il sort le 21 septembre officiellement. Il sera disponible dans plein de merceries, vous avez plein de boutiques en ligne qui ont déjà mis des précommandes. Vous avez la Night Tricot, vous avez Lily comme tout, tout le monde doit l'avoir. Sensiblement. Voilà, donc c'est vraiment un chouette magazine et avec lequel il est agréable de travailler. Donc voilà un petit peu pour la période PomPom. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une période d'exclusivité. Donc si vous ne lisez pas les patrons en anglais mais que mon modèle vous intéresse, pas de panique, il sortira en français le moment venu. Alors, il y a un diagramme. La forme du pull est pas hyper compliquée, donc si vous avez l'habitude de faire des vêtements, si vous avez déjà fait un peu de dentelle, c'est faisable. Voilà, vous traduisez individuellement quelques mots. Voilà, c'est pas un patron. Puis, voilà, dans un magazine, j'ai pas la place de m'étaler et de faire mes explications alambiquées pour 20 milliards d'options possibles, comme je fais d'habitude. Donc c'est concis, donc c'est peut-être plus abordable pour un francophone qui maîtrise pas trop bien l'anglais. Donc voilà, c'est faisable. Après, si vous êtes moins à l'aise sur le tricot pull et le tricot dentelle, c'est peut-être un peu
vous allez peut-être avoir à être embêté au niveau des instructions spécifiques pour le col et tout ça. Mais voilà, le patron arrivera en français un jour. Un jour, le patron viendra. Voilà pour ce qui est de Pom Pom. Donc je vous ai pas parlé du contenu éditorial qu'il y a dedans parce que je n'ai pas eu le temps de le lire. Mais j'ai vu qu'il y avait des très jolis articles. J'ai vu qu'il y avait un cheesecake qui me donne hyper faim. Voilà. Donc Pom Pom, il y a toujours un petit peu de contenu éditorial qui est souvent très qualitatif. Ah, j'avais pas vu ça. Oui, il y a un... Enfin, j'avais vu, mais j'avais pas regardé. Il y a de quoi faire une petite pochette à notions en forme de cœur. Voilà, c'est votre truc. Voilà, donc Pom Pom, c'est un joli magazine qui est pas très cher en plus pour le contenu qu'il propose. Donc, ouais, c'est sympa. 1h20, c'est bien ça, on va continuer. Hein. Je voulais faire un petit retour sur l'anniversaire de l'Anaé, puisque le week-end dernier, donc le week-end du 4 au 6 septembre, oui, c'était l'anniversaire de la boutique de l'Anaé Tricot à Grenoble, donc qui fête les 3 ans de sa boutique, et qui donc a organisé un petit événement auquel je me suis rendue. Eh bien, bonjour, pourquoi? Oui, tout va bien. Auquel je me suis rendue. Le floutage. Donc c'était hyper sympa. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues me voir, qui ont fait l'effort de me reconnaître malgré le masque et la situation capillaire. Ouais, c'était hyper sympa de discuter avec tout le monde. C'est toujours très... ça fait vraiment plaisir d'avoir vos retours et je sais jamais trop quoi dire. Je suis pas quelqu'un qui soit très à l'aise socialement parlant, je pense que vous l'avez remarqué. Mais c'est très touchant de voir que vous comprenez et que vous ne me prenez pas pour un monstre. Mais du coup, oui, c'était très très sympa de discuter avec tout le monde et de tricoter et de voir Anna et de voir Marie-Amélie aussi qui était là, de voir Clotilde, de voir Mélissa, de Petite Mitaine pour tout le monde. Enfin, je vais pas donner tous les noms parce que j'ai pas fini. De voir des gens qui testaient pour moi, de voir... c'est vraiment tellement bizarre. Je fais pas beaucoup de salons, tout ça, vous savez. Je suis assez isolée géographiquement parlant. Je n'ai pas de voiture. Et du coup, et je déteste Paris profondément. Et surtout, les événements à Paris, c'est pas tout à fait le même esprit. Et c'est pas un environnement dans lequel je suis très à l'aise. J'ai vécu à Paris suffisamment longtemps pour en avoir pu là. Mais ok, pas de problème hein, si vous habitez à Paris. Il y a des très très bons côtés évidemment. Hein, c'est juste que au niveau de s'y rendre pour des événements comme des salons et des festivals laineux, j'ai pas très envie quoi. C'est voilà, financièrement c'est pas évident. Mais et du coup je vois pas beaucoup de monde en fait. Et les rares fois où je vois des tricoteurs et où il y en a qui se ramènent avec des projets qu'ils ont tricotés à partir de mes patrons, mais ça c'est hyper touchant. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues. C'était hyper sympa de vous rencontrer. Et moi de mon côté, j'ai acheté des trucs que je voulais vous montrer. Dans la boutique d'Anna, du coup, j'aime vraiment, je vous ai dit, hein, j'aime beaucoup la boutique d'Anna, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que c'est hyper important d'avoir des merceries et des boutiques de laine qui proposent des nouveautés et des innovations de créateurs indépendants en fait, que ce soit teinturier ou production de laine, tout ça. Je trouve qu'Anna fait vraiment un super boulot à ce niveau-là et j'étais jamais allée dans sa boutique et vraiment les Grenobloises, vous avez de la chance. Hein. Vraiment. La première chose sur laquelle j'ai craqué et que j'avais repéré quand Anna avait annoncé qu'elle les avait en boutique, c'est la Wool Local d'Erika Knight. Et donc c'est un fil fingering, c'est un mélange de BFL et de Massam. Mais il est comment dire,
il n'a pas la même texture que les autres. Et je sais pas le pourcentage. Parce que c'est pas écrit. Il y a juste écrit 100% laine, mais il n'y a pas écrit le pourcentage de BFL et le pourcentage de massam. Et je sais pas si c'est la qualité, le type de massam qui est employé, ou si c'est une question de pourcentage, mais il n'a pas le même toucher que les BFL massam qu'on voit chez certains teinturiers. C'est vraiment... c'est hyper doux. C'est très très doux. Ça me fait penser à certains mélanges avec de l'alpaga. Enfin, c'est vraiment très très sympa. Elle est aussi plus fine, elle a 450 mètres au 100 grammes. Et donc il y a une palette de coloris naturels et de coloris teintés sur une base grisée, donc légèrement doux. Et voilà. Et j'ai vu ça. J'étais là avec mon écheveau. Je triturais, je me baladais dans la boutique. Je cherchais une excuse clairement parce que j'avais pas d'idée. Je voulais cette laine mais je n'avais pas d'idée. Donc j'étais là, je me baladais avec machin. Et Anna m'a vu faire et elle m'a montré un châle qui avait été tricoté avec cette base. Donc c'était le châle Lucinde, quelque chose comme ça. Liskin, je ne sais pas. De Skinder Knits. Et il était d'une douceur et d'un drapé si beau. Et il était complètement déjaugé, hein, il était tricoté avec des aiguilles 6, enfin c'était un truc énorme. Et le point mousse, pourtant, était hyper moelleux, était pas du tout étiré, enfin ça avait un rendu bloqué en châle, tricoté, déjaugé, absolument magnifique. Et du coup je me suis dit, bah je vais faire un châle, voilà, excuse trouvée, parce que vraiment le rendu de cette laine en châle est très 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 intéressant. Et donc du coup j'ai pris 2 écheveaux pour faire un châle. L'hiver prochain, hein, puisque comme je vous l'ai dit, il y a le temps. Deuxième chose que j'ai pris chez Anna, c'est la Plotulopie, puisque comme la dernière fois je vous avais dit que j'avais du coup découvert la Hineband grâce à Ponpon, et que j'avais été très surprise de supporter, parce que moi la Let Lopi je ne la supporte pas, mais la Hineband Lopi j'avais bien aimé, et du coup vous m'avez dit d'essayer la Plotulopie, et quelqu'un, j'ai oublié ton nom, mais quelqu'un à la Night Tricot est venu avec un tricot, elle tricotait le Clocada qui est un de mes pulls, en Plotulopie, et très très doux, et si joli, et le rendu en texture est vraiment vraiment sublime. Et du coup, je me suis dit j'allais prendre de la Plotulopie. Donc la Plotulopie, si vous connaissez pas, c'est cette même langue islandaise mais en mèche, donc pas filet. Donc voilà, reste là, assez fragile mais qui une fois tricotée est hyper intéressante. Et donc j'ai pris ça se présente comme ça là, c'est rigolo. J'en ai pris 2 oranges et 2 gris. Alors c'est pas aussi vif que ça, hein, c'est plus un rouille nuancé mais plus c'est pas si vif que ça, c'est moins je sais pas comment dire, c'est plus orangé que ça, bref. Et j'ai eu une idée, et je sais pas si ce sera réalisable, mais je voulais l'utiliser, enfin là j'ai 2 de chaque, je voulais l'utiliser dans un pull avec de l'intarsia mais en rond parce que la vie, donc j'ai une idée. Je sais pas si j'arriverai à le faire, mais je vais essayer. Dans un an. Voilà. C'est un peu le truc. Là, maintenant, quand j'achète de la laine ou quand j'ai des idées, il faut que je me dise ah pas tout de suite. Pas tout de suite. Et enfin, dernière chose que j'ai ramenée, non pas dernière chose, mais dernière laine que j'ai ramenée de chez Lana et Tricot. C'est de la boucle laine, puisque Clotilde était là avec un petit stand boucle laine. Et alors la boucle laine, ça fait des années que je leur tourne autour. Je les avais vus au Knitted de Lyon, que j'étais là, je cherche. Mais voilà, j'avais pas le projet parfait. Et c'est une marque qui m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elles font. C'est une laine qui a l'air magnifique, qui a des rendus en jacquard et en texture qui est vraiment hyper jolie. Et je trouvais ça trop bien. Mais je cherchais, j'attendais d'avoir l'idée parfaite. Et donc à l'anniversaire de l'Anaé, je regarde le stand, je me dis et j'ai eu envie de faire un gros gilet
avec un col châle, un gilet un peu gilet, un cardigan. Vous savez les gilets grand-père là, les gros gilets avec un col châle, tout ça. Avec des boutons juste sur le bas, peut-être, je suis pas sûre encore, je pense pas. Parce que les boutons ça m'embête plus qu'autre chose. Mais en tout cas un gros gilet avec un col châle et un truc mixte. Parce que je voulais le faire pour mon copain à la base. Et puis après je me suis dit mais en fait ça irait très bien aussi sur moi. Donc en fait je ferai les deux. Un peu comme mon pull et Ryu. Mais je pense que je lui offrirai. S'il supporte la laine, je pense que je lui offrirai à mon copain. Dans tous les cas je le harcèlerai pour pouvoir prendre des photos avec lui. Et du coup oui je me suis dit un gilet style grand-père avec un col châle avec un peu de texture peut-être sur le col. Genre des côtes brisées, quelque chose comme ça, et une bande de jacquard en bas, sur le bas du corps, quelque chose qui fasse un peu cabine en bois, dans les montagnes, enfin chalet en bois, dans la montagne, tout ça, vous savez. Mais je savais pas quelle couleur prendre, j'arrivais pas, j'allais toujours vers les mêmes trucs, du bleu, faire des dégradés d'ocre et tout ça, et je me suis dit j'en ai marre, je sais pas quelle couleur prendre. Du coup j'ai pris en photo le stand de boucle laine et j'ai dit à mon copain tu choisis, tu te débrouilles. Après 4 heures de négociation parce qu'il était là mais t'es sûr c'est fashion insupportable hein. Il a choisi et il a choisi, alors il a pas choisi ça parce que après je lui ai dit non en fait c'est pas bien mais à peu près dans l'idée c'est ok, donc il a choisi quelque chose que moi j'aurais pas choisi mais du coup c'est très bien. Couleur principale, ce très joli marron. Alors les trois, c'est la Wesson, hein, donc c'est 50% Wesson, 25% mélange d'autres moutons et 25% mérino d'Arles. Donc c'est la boucle laine. Ça sent le mouton. C'est trop bien. Et donc c'est de la de brun. C'est un fil qui est excellent pour le jacquard, qui est assez retordu je trouve pour le type de fil que c'est. Et donc qui ressort bien en texture aussi de ce que j'en ai vu. Mais voilà, c'est un très beau fil à de brun. Et donc en couleur principale, il a choisi ce marron qui est Faucon d'Éléonore. Et donc ça, ce sera la majorité du gilet, du cardigan. Et au niveau du jacquard, donc le fond du jacquard, ce sera ça, qui est Alouette. Vous l'avez dans la tête. Et le coloris Cassis en motif sur le jacquard. Et peut-être qu'il y aura du marron dans le jacquard aussi, mais je suis pas sûre. Je sais pas exactement le motif encore. J'ai la forme, j'ai le style, j'ai éventuellement la texture que je voudrais utiliser, mais au niveau des motifs de jacquard, je sais pas encore. C'est souvent comme ça, j'ai une vision générale, mais j'ai pas le rendu précis, donc il faudra que je dessine des motifs de jacquard en conséquence. Mais voilà, au début, Marius, mon copain, avait choisi un rose fuchsia. Du coup, j'ai dit, t'es sûr? Et j'ai plutôt opté pour le cassis, qui est un violine bordeaux, enfin cassis quoi. Je sais pas pourquoi je me casse la tête, cassis. Et du coup, bah voilà, c'est une association que j'aurais pas forcément faite parce que c'est vrai que je pars rarement sur du marron, alors que j'aime bien le marron. Vous allez me dire, heureusement, vu la couleur de mes yeux, sinon je serais un peu triste. Mais voilà. Et donc c'est un projet de design et Clotilde de Boucle Laine a eu la gentillesse de m'offrir la laine. Du coup, en collaboration. Donc voilà, c'était encore une fois la situation. Je dis, oui, je veux bien travailler avec vous, mais je suis la personne horrible et vous allez devoir attendre longtemps. Donc voilà, ce sera un beau gilet en boucle laine. Je pense que j'ai trouvé mon modèle en boucle laine que je cherche depuis que j'ai découvert la marque. Et donc j'ai très hâte de le faire, mais voilà, ce sera dans un moment. Mais j'avais envie de vous montrer un petit peu la laine. Je me dis que si vous êtes encore là dans un an, peut-être que ça ressortira comme ça. Voilà, que dire de plus? C'est tout. C'était très sympa de rencontrer les tricoteurs grenoblois et autres, puisque j'ai vu d'autres gens qui sont venus d'ailleurs. Mais oui, c'était chouette.
Et en parlant de sorties, de festivals, tout ça, je persiste et je signe. Je serai au Woodland le samedi 19 septembre. J'ai glissé dans les DM de Déborah des petites potions pour la forcer clairement à m'emmener. Mais voilà, donc j'irai avec Déborah le samedi 19 au festival Woodland. Alors aux dernières nouvelles, tout va bien. J'espère qu'il pleuvra pas. S'il pleut, mais quel enfer. Mais ceci dit, ce sera très drôle s'il pleut, au moins. Moi j'aime bien les situations improbables où le temps pourrit tout. Ça me fait rire. Mais voilà, là je pense que ça devrait aller. Donc ce sera un festival qui sera en plein air. Il y aura évidemment port du masque. On aura du gel et tout ça, je suppose. Et il y aura des sens de circulation, ce que j'ai compris. Voilà, pour respecter évidemment au mieux les règles sanitaires. Donc c'est un festival qui aura lieu à Grazac dans la Haute-Garonne. Donc c'est au sud de... C'est en Haute-Garonne. Oui, c'est toujours en Haute-Garonne. Oui, c'est 31, je crois. Donc c'est au sud de Toulouse. Donc si vous êtes de la région, je serais ravie de vous croiser. Voilà, j'y serai le samedi, mais le festival a lieu le samedi et dimanche. Il y a beaucoup d'exposants hyper chouettes. Donc, vous avez Déborah les petites potions, vous avez Nathalie de By Night, vous avez Madeleine et Philibert, vous avez Célène, vous avez Laine Paysanne, vous avez la Réfile, vous avez trop de monde. Il y aura aussi des ateliers filage, il y a des ateliers, il y a plein de choses hyper jolies, hyper chouettes. Et voilà, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de festivals auxquels je peux me rendre, il n'y a pas beaucoup de choses dans la région, donc venez si vous le pouvez. Voilà, ce serait chouette de passer un bon samedi là-bas, dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et que dire d'autre? C'est tout. J'ai des annonces en vrac, hein, comme ça. Oui, j'ai vu sur Instagram, alors j'ai pas lu en question, mais j'ai souvent des questions sur Ravelry, des personnes qui ont un peu de mal à l'utilisation de Ravelry. Et donc Aglaé Laser, je sais pas comment on est censé dire, sur Instagram, qui est une designeuse de patron et tout ça, a publié un e-book en français qui vous guide sur l'utilisation de Ravelry. Donc trouver des patrons, créer des pages projets, échanger dans les forums, des choses comme ça. Donc c'est un e-book qu'elle a écrit. Et donc si vous avez besoin d'un peu d'aide pour utiliser Ravelry, ça peut être un outil qui pourrait vous intéresser. Donc je mets le lien vers sa page Instagram dans la description aussi. Donc voilà, je voulais juste le dire parce que je sais que en particulier ici sur YouTube, j'ai beaucoup de gens qui regardent qui sont pas forcément à fond réseaux sociaux, tout ça, voilà, qui sont pas ni dans la génération ni dans l'envie d'utiliser ces outils et qui du coup parfois se trouvent confrontés à quelque chose qui non seulement est en anglais, pas forcément très bien traduit quand on utilise la version traduite, et qui, il faut le dire, Ravelry c'est pas très instinctif. Du coup voilà, si jamais c'est quelque chose dont vous pourriez avoir besoin, vous pouvez acheter cet e-book. Donc c'est un livre, l'ironie, bon c'est un livre digital, mais donc je suppose que c'est un PDF que vous pouvez lire voilà, et c'est comme ça, si vous devez faire quelque chose, vous cherchez le chapitre correspondant qui vous explique comment faire telle chose sur Ravelry. Voilà, je me suis dit, j'ai vu passer ça sur Instagram, je trouvais l'idée sympa, donc je me suis dit je vais la glisser si jamais ça peut en intéresser certains. Et voilà, et il me reste à vous parler de Patreon, puisque ça fait longtemps que j'ai pas eu de podcast qui durait 2 heures. Je vais mettre 20 ans à l'exporter. Sympa. Je n'ai toujours pas la fibre. Hein. Il me semble que j'avais dit la semaine dernière qu'on devait venir m'installer la fibre. Non. Donc le technicien est venu. Il a dit, ils n'ont pas mis en place le signal. Et il est reparti. Voilà. Donc on n'a pas la fibre. Bon, on devrait l'avoir un jour. Donc j'ai toujours une connexion catastrophique. Ah mais bon, on a l'habitude.
donc, qu'est-ce que je disais? Oui, Patreon. Donc on est en septembre, donc il y a une nouvelle vidéo sur Patreon. Donc comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, il y a 20 ans, sur Patreon, vous pouvez acheter mes patrons de tricot, mais vous avez aussi tous les mois une discussion sur une technique de tricot, une présentation de fil, un vlog sur les coulisses de mon activité. Ce mois-ci, le thème c'est les laines cardées et les laines peignées. Donc je vous explique quelle est la différence, qu'est-ce que ça veut dire, une laine cardée contre une laine peignée, comment est-ce que, enfin voilà, je vous montre avec de la fibre et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et je vous montre aussi, je vous explique aussi les caractéristiques que ça donne à la fibre, le fait de la peigner ou de la laisser carder. Et aussi je vous montre des exemples de ce que ça donne sur différentes techniques de tricot, donc en jersey, en torsade, en jacquard, en machin, en bidule. Voilà. Donc c'est une vidéo que j'aime bien parce que c'est des questions que j'ai souvent et je pense que ça règle pas mal de soucis de savoir un peu plus comment se comporte la laine qu'on utilise. Donc voilà, quand vous rejoignez Patreon, vous pouvez voir toutes les vidéos qui ont été publiées depuis le début de la page. Donc voilà, vous avez accès à une petite douzaine il me semble, de vidéos sur ce principe avec différentes thématiques. Donc voilà, n'hésitez pas à venir si le thème du mois vous intéresse ou si vous avez envie de regarder les vidéos passées d'un coup. Vous n'êtes absolument pas obligé de rester sur Patreon, vous n'êtes absolument pas obligé de vous excuser quand vous partez sur Patreon. Voilà, c'est pas du tout fait pour que vous soyez là en permanence. Je suis très reconnaissante des personnes qui me soutiennent en continu, mais si vous venez juste ponctuellement parce que vous avez envie de prendre un patron ce mois-ci, par exemple, eh bien c'est très 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 bien aussi, et c'est le but premier de ce Patreon. Donc le lien vers ma page Patreon est aussi dans la description sous la vidéo. Mais voilà, pour le thème de Patreon en septembre. Voilà. J'ai fini, ça y est, je vais y arriver. Ah oui, alors, l'instant cheveux, puisque apparemment ce podcast est maintenant autant un podcast capillaire qu'un podcast tricot. Mes cheveux. Merci beaucoup aux personnes qui, dans les commentaires de l'épisode précédent, m'ont dit qu'elles trouvaient que ça m'allait bien, le platine et tout ça. Non, je m'y suis pas habituée du tout. Mais c'est pas grave parce que en fait j'aime bien changer. J'aime bien jouer, faire des changements physiques, que ce soit sur les vêtements, le maquillage, et surtout les cheveux. J'ai vraiment un truc avec les cheveux, j'aime bien changer de cheveux. Ça m'amuse, en fait, je trouve ça... je sais pas, j'aime bien. Alors je remarque que je l'ai pas forcément fait depuis que je fais des podcasts. Un petit peu au début du podcast en anglais, je crois. Mais pas de façon aussi drastique que ce que je faisais il y a quelques années ou que maintenant. Mais voilà, c'est juste, ça m'amuse. Donc là, ça a été provoqué par le raté de la coiffeuse quand elle m'a décoloré. Mais du coup, au final, c'est amusant parce que j'aime bien jouer avec les couleurs, surtout avec les couleurs en fait. Je sais pas, je trouve ça hyper rigolo. Parce qu'il y a ce côté... ah, là mes cheveux sont de telle couleur. Si je veux tel résultat, il faut que j'utilise telle teinte pour contrecarrer, voilà, les couleurs complémentaires, les machins, tout ça. Enfin, je sais pas, je trouve ça très amusant. J'ai travaillé à un moment dans les services presse de marques de coiffure professionnelle, donc je sais à peu près m'y retrouver. Disons que je connais beaucoup la théorie, la pratique non. C'est pour ça à la base que j'allais chez le coiffeur, mais bon... mais voilà, donc là ça m'a déclenché un moment changement, donc voilà, je sais que pour certains, voilà, faire des changements physiques, c'est des trucs, c'est important, c'est tout un événement. Pour moi pas du tout, c'est vraiment, ça m'amuse, quoi. Je vais faire ça pendant un mois, je pense que vous allez me voir faire un petit arc-en-ciel.
Le but c'est pas de chercher une couleur qui m'aille parce que la couleur que j'ai me plaît pas. C'est pas ça le but. Il y a des gens qui disent mais pourquoi est-ce que t'as changé ta couleur naturelle? Je dis mais pourquoi pas en fait. Juste voilà, ça m'amuse. Et du coup là donc voilà, donc pendant un mois ça va, ne paniquez pas, tout va bien. Et puis à un moment j'en aurai marre et ce sera la couleur que ce sera. Puis vu que je me suis coupé les cheveux, je me suis dit tant qu'ils sont courts autant faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup il y a 2 semaines j'ai mis du rose et c'était hyper marrant. Enfin j'ai mis bien en fait, étonnamment. Je vais peut-être mettre une photo parce que là c'est plus rose quoi, mais pour vous montrer à quel point c'était rose. Mais c'était, je sais pas, je trouvais ça joli en fait. Étonnamment, je trouve que ça m'allait plutôt bien. En même temps avec les yeux marron, rose, marron, ouais c'est pas, ça va bien ensemble. Mais ouais non c'était chouette. Mais voilà, l'idée c'est pas de garder une couleur. J'ai pas du tout la patience de maintenir ce genre de choses. Mais alors, pas du tout. C'est pas du tout mon style. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est pas de garder une couleur parce que vraiment... L'idée c'est de changer de couleur toutes les 2 semaines jusqu'à ce que j'en ai marre. Et que j'ai tout essayé. Comme ça c'est fait. Non mais bon voilà, le rose j'aimais bien, c'était joli. Mais du coup je l'ai fait un peu partir, je me suis lavé les cheveux de sorte à ce que ça parte. Fait exprès. Et du coup maintenant c'est pêche. C'est pas... Alors je me rends compte que sur les photos et vidéos c'est plus saturé que ce que ça l'est en vrai. Alors sur l'épisode précédent ça faisait vraiment jaune. Alors il y avait du jaune hein, mais c'était pas aussi jaune en vrai que ce que la vidéo donne. Et là c'est pareil, c'est pas aussi orange. C'est plus... vous voyez là, cette partie là, c'est à peu près tout comme ça quoi. C'est vraiment juste un très léger pêche. C'est mignon aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, et donc là j'ai un dilemme. Est-ce que j'essaie de faire un blond cendré ou est-ce que je fais roux? Je pense qu'il faut que je fasse roux parce que c'est dans l'ordre de couleur de... Je sais, j'aime bien le roux. Je sais que j'ai les cheveux cuivre pendant longtemps, j'aime bien, je sais que ça me va à peu près, mais j'ai jamais fait aussi un roux clair. Donc c'est ce que je veux essayer. Je sens que je vais avoir les cheveux orange vif. Mais bon, c'est pas grave. Mais oui, du coup, c'est plus clair que le blond que je voudrais essayer. Donc en théorie, il vaut mieux que je fasse le plus clair d'abord. Enfin, c'est voilà. Si jamais j'arrive pas à les faire dégorger suffisamment bien. Mais voilà, après ce sera vert, hein. Je vous préviens tout de suite, préparez-vous psychologiquement. Ce sera une tentative de vert en tout cas, je pense que j'aurai juste du gris, hein, parce que vert sur orange, ça va faire... Enfin, faudrait que je mette du bleu. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faut que... c'est des petits composés chimiques et c'est un peu le côté surprise. Voilà, je mets sur les cheveux, parce que je m'amuse pas à faire un essai, hein, je suis pas assez précieuse pour ça. Hein. Comme je connais les produits que j'utilise et du coup je sais qu'ils vont pas m'abîmer les cheveux. Donc après, la couleur que ça a, c'est un petit peu la surprise. Et ça m'amuse. Voilà, je trouve ça rigolo. Mais voilà, donc si vous allez au Woodland, je risque de pas avoir la même tête. Mais bon, de toute façon, avec les masques, ça change pas grand chose à notre capacité de se reconnaître. Mais voilà, le petit aparté capillaire étant fait, je vais terminer cet épisode. Regardez en plusieurs fois. Hein. Voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode qui était un peu dans tous les sens. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'avais très envie de parler visiblement. Hein. J'avais beaucoup de choses à dire. Voilà. Je vous retrouverai... Je sais pas. Quand j'aurai des choses à vous montrer. Voilà, si vous êtes du côté de Toulouse, je serais ravie de vous voir à Woodland. Et sinon, sur les réseaux sociaux et dans un prochain épisode. À bientôt. Salut.